nous passons, nous passons au chapitre 4, argument pour une origine nègre de la race et de la civilisation égyptienne. Tout au long de ce travail, nous avons montré comment des gens, en essayant de prouver que l'Égypte n'était pas fait nègre, se sont plongés dans des propos qu'ils n'ont pas pu soutenir. Maintenant, quels sont les éléments qui montrent que l'Égypte réellement appartient à un monde nègre? Que l'Égypte a été baptisée par les nègres? Nous allons prendre point par point. Le premier point que nous allons prendre, c'est le totémisme. On va prendre avec Mouret. Mouret, dans son livre Des clans aux empires, avait insisté sur le caractère essentiellement totémique de la société égyptienne. Fraser est formel sur l'origine du totémisme. On ne le rencontre que chez les populations nègres. Les anthropologues, conscients de ce fait, tentèrent de trouver le totémisme chez les populations blanches comme les Berbères et les Touaregs, mais en vain. Cet échec les poussa à dévier le totémisme dans l'abstraction philosophique. Il est impossible de nier, sans verser dans la philosophie, que le caractère tabou de certains animaux et de certaines plantes en Égypte correspond à du totémisme, comme c'est le cas dans toutes les régions d'Afrique noire. Par contre, les Grecs raillaient la vénération excessive dont témoignaient les Égyptiens pour des animaux et même pour certaines plantes. Après le totémisme, nous prenons la circoncision et l'excision. Et nous vous rappelons, nous ne faisons que le résumé. Si vous voulez avoir le contenu de tout l'ouvrage, il est mieux d'acheter l'ouvrage et de le lire en entier. Ici, nous ne présentons que des grands traits de l'ouvrage. Nous rappelons que c'est 2 tomes de l'ouvrage que nous sommes en train de résumer. Donc, il serait mieux de lire l'ouvrage en entier. Nous passons à la circoncision et à l'excision. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres. Les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis cette pratique au monde sémitique en général, juifs et arabes en particulier, tel que nous montre Hérodote. Pour démontrer que les colchers étaient des Égyptiens, Hérodote invoque les 2 indices suivants. Nous citons Hérodote. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont des cheveux crépus. Preuve assez équivoque puisqu'ils ont cela en commun avec d'autres peuples. Le second et le principal, c'est que les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls hommes qui se faisaient circoncis de temps immémorial. Les Phéniciens et les Syriens de la Palestine conviennent eux-mêmes qu'ils ont appris la circoncision des Égyptiens. Voilà le témoignage de Hérodote. C'est lui qui a présenté comme le père de l'histoire en Europe ou bien en Occident globalement. Voilà ce que lui-même il dit. Nous comprenons ainsi pourquoi les Sémites pratiquent la circoncision sans que leur tradition en donne une justification valable. Dans la Genèse, Dieu demandera à Abraham comme à Moïse de se circoncire en signe d'alliance avec lui. Le fait est d'autant plus étrange qu'Abraham aurait épousé une négresse, Agar l'Égyptienne, la mère d'Ismaël. Moïse aurait aussi épousé une Midianite et c'est consécutivement à ce mariage que l'Éternel lui a demandé de se circoncire. Par-delà les détails légendaires, la circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l'univers que chez les nègres. En particulier, la cosmogonie de Gon que nous rapporte Marcel Griol dans Dieudo. Il nous apprend que la circoncision, pour avoir tout son sens, doit être accompagnée de l'excision. Ces 2 opérations ayant pour but de retirer à l'homme ce qu'il a de femelle et à la femme ce qu'il a de mâle. En fait, l'être qui vient au monde est, dans une certaine mesure, androgyne comme le premier Dieu. Je cite toujours Hérodote. Tant
Tant qu'il conserve son prépuce et son clitoris, support du principe de sexe contraire de sexe au sexe apparent, masculinité et féminité sont de même force. Il n'est donc pas juste de comparer l'incirconcis à une femme. Il est, comme la fille non excisée, à la fois mâle et femelle. Si cette indécision où il est quant à son sexe devait durer, l'être n'aurait jamais aucun penchant pour la procréation. Ce sont des raisons diverses qui expliquent la circoncision et l'excision. La nécessité de débarrasser l'enfant d'une force mauvaise, la nécessité pour lui de payer une dette de sang et de verser définitivement dans un sexe. Champollion le Jeune, dans les lettres adressées à son frère Champollion Figeac lors de son passage à Nubie en 1833, nous instruit sur l'androgynie divine d'Amon, le dieu suprême du Soudan méroïtique et de l'Égypte. Je le cite, il écrit « Amon est le point de départ et de réunion de toutes les essences divines. Amon-Ra, être suprême et primordial, étant son propre père et qualifié de mari de sa mère Mout. Sa portion féminine renfermée en sa propre essence à la fois mâle et femelle. » Fin de citation. Amon est également le dieu de toute l'Afrique noire et lié à l'idée de l'humidité, de l'eau. Son attribut dans tous ces pays est le bélier. Dans la cosmogonie Dogon, il descend du ciel à la terre par l'arc-en-ciel, signe de la pluie et de l'humidité. Donc, beaucoup de peuples en Afrique noire accordent généralement une grande importance à l'arc-en-ciel. Pour eux, l'arc-en-ciel n'est pas souvent un phénomène tout à fait naturel. Du moins, c'est lié à cette influence du dieu Amon. Concernant l'excision en Égypte, Strabon nous apprend que, je le cite, « Les Égyptiens observent partout avec le plus grand soin d'élever tous les enfants qui leur naissent et de circoncire les garçons et même les filles, usage commun aux Juifs, peuple originaire de l'Égypte, ainsi que nous l'avons dit à l'endroit où il a été question de lui. » Fin de citation. Nous citons ici Strabon. En plus de l'excision et de la circoncision, nous prenons la royauté pour montrer que l'Égypte était bâtie par des Noirs. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. La conception de la royauté est l'un des traits les plus impressionnants de l'identité qui existe entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire. Nous commençons par la mise à mort rituelle du roi. Le roi ne devait régner en Égypte qu'étant en pleine force. Quand il devenait vieux, on le mettait à mort rituellement après une épreuve devenue symbolique nommée Fête du Cèdre. Le roi passait pour rajeuni aux yeux du peuple et était de nouveau apte à assumer ses fonctions. L'être sacré par excellence, le roi, devait aussi être l'homme qui avait le plus de force vitale. Lorsque le niveau de sa force vitale baissait au-dessous d'un certain minimum, il se produisait une rupture au niveau des forces ontologiques. S'il continuait de régner, il ne pouvait être désormais qu'un danger pour le peuple. Cette conception vitaliste est à la base de toutes les royautés traditionnelles africaines. Nous entendons de toutes les royautés non usurpées. Elle relève des croyances du monde noir selon lesquelles la fertilité du sol, l'abondance des récoltes, la santé du peuple et des troupeaux, le déroulement normal de tous les événements, de tous les phénomènes de la vie sont intimement liés au potentiel de la force vitale du roi. Dans d'autres régions de l'Afrique noire, les faits se passent exactement comme en Égypte à propos de la mise à mort effective du roi. Chez certains peuples même, on détermine le nombre d'années au bout desquelles on suppose que le roi est vitalement hors d'état de régner et on le met alors effectivement à mort. En plus de la mise à mort rituelle du roi, nous prenons la cosmogonie. Quand on parle de la cosmogonie, généralement on voit les croyances, la religion. Les aïeux ou la patrie, péchons joyeux, péchons joyeux. Quand le chapeau défie, l'âme se fortifie. Péchons joyeux pour les aïeux. Les cosmogonies nègres africaines et égyptiennes sont si proches les unes des autres qu'elles se complètent fréquemment.
Une vie humaine entière ne suffirait pas pour rapporter tous les faits de parenté qui existent entre l'Égypte et le monde noir, tant il est vrai qu'il s'agit d'une et même chose. Paul Assam Husserl insiste sur le caractère nègre de la philosophie égyptienne. C'est cette identité de la culture égyptienne et de la culture nègre qui fait que la philosophie égyptienne n'est que le reflet de l'esprit nègre. Surtout que Assam Husserl ajoute que cette constatation devait être une banalité admise par tout le monde, tant il est vrai qu'elle saute aux yeux de tous ceux qui sont de bonne foi. C'est en raison de cette identité essentielle de génie, de culture et de race que tous les nègres peuvent aujourd'hui légitimement rattacher leur culture à l'Égypte antique et bâtir une culture moderne à partir de cette base. C'est un contact dynamique, moderne avec l'Antiquité égyptienne qui permettra aux nègres de découvrir chaque jour davantage la parenté intime de tous les Noirs du continent avec la vallée du Nil. C'est par ce contact dynamique que le nègre arrivera à la conviction profonde que ces temples, ces forêts de colonnes, ces pyramides, ces colosses, ces bas-reliefs, ces mathématiques, cette médecine, toute cette science sont bien l'œuvre de ses ancêtres et qu'il a le droit et le devoir de s'y reconnaître totalement. Dans la cosmogonie nègre, tandis que les ancêtres les plus lointains se détachent pour accéder dans les régions divines, les plus proches, ceux qui viennent de mourir, ceux dont le souvenir n'est pas encore assez vague pour qu'on puisse les considérer non plus comme les ancêtres de telle ou telle famille, mais comme ceux de tout le peuple, ces ancêtres proches ne sont que des demi-dieux familiaux. Dans le cadre de cette unicité de conception entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire, nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent Dogon et du dieu serpent du panthéon égyptien. L'un comme l'autre dansent dans les ténèbres. Tous deux sont des ancêtres qui prennent la forme du serpent, se font écraser par un forgeron et vont sous la terre manger le plus ancien vieillard. Ces derniers traits relèveraient d'anthropologie rituelle que l'on trouvait en Égypte à l'origine et des principes vitalistes qui sont à la base de la société noire. En assimilant la substance d'autrui, on s'assimile sa force vitale, on augmente ainsi son invulnérabilité à l'égard des forces destructives de l'univers. On pourrait aussi établir le même rapprochement entre le dieu chacal du panthéon Dogon et le dieu chacal du panthéon égyptien, gardien du bassin où les morts devaient se purifier. Quand on sait que les Dogons connaissent l'étoile Sotis ou bien Sirius, on ne peut que songer au calendrier égyptien qui est fondé pour le lever héliaque de cette étoile. Des chants joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Nous passons actuellement à l'organisation sociale. L'organisation sociale de la vie africaine épouse exactement celle de l'Égypte. En Égypte, nous avons au bas de l'échelle les paysans. Ensuite viennent les ouvriers spécialisés. Ensuite viennent les prêtres, les guerriers et les fonctionnaires. Et enfin vient au sommet de la pyramide se trouve le roi. Dans le reste de l'Afrique noire, c'est la même chose. En bas de l'échelle, nous avons les paysans. Ensuite viennent les artisans et les ouvriers ou les ouvriers spécialisés. Et ensuite viennent les guerriers et les prêtres. Et le roi est au sommet de la hiérarchie. Donc l'organisation sociale en Égypte et dans le reste des civilisations de l'Afrique noire, c'est la même chose. Parce qu'en fait, l'Égypte et l'Afrique noire, c'est la même chose. C'est l'identité. Il n'y a pas de différence. Nous continuons par le matriarcat. Le matriarcat est à la base de l'organisation sociale de l'Égypte comme dans le reste de l'Afrique noire. C'est un système propre à l'Afrique noire. On note l'absence de reines dans l'histoire grecque, romaine, perse, alors que les reines étaient fréquentes en Afrique noire. Quand le monde indo-européen acquit assez de forces militaires pour se lancer à la conquête du vieux pays qu'il a civilisé, il se heurtera à la résistance farouche de la reine Candace du Soudan méroïtique.
La reine impressionna toute l'Antiquité par la résistance farouche, irréductible qu'elle opposa à la tête de ses troupes aux armées romaines de César Auguste. La perte d'un œil au combat ne fit que redoubler son courage. Actuellement en Afrique noire, dans les régions où le matriarcat n'a pas été altéré par une influence extérieure, l'islam, le christianisme et autres, c'est la femme qui transmet intégralement les droits politiques. Ce fait découle d'une idée plus générale selon laquelle l'hérédité n'est efficace que quand elle est d'origine maternelle. Un autre fait caractéristique du matriarcat africain est la dot donnée par l'homme à la femme, tandis que nous assistons à la coutume inverse dans les peuples européens. En Afrique, la femme occupant une fonction privilégiée grâce au matriarcat, c'est elle qui reçoit une garantie sous forme de dot dans l'alliance qu'est le mariage. Dans ce système, la femme est maîtresse de maison au sens économique du terme. C'est elle qui dispose de tous les aliments et personne ne peut y toucher, même le mari sans son consentement. Il est fréquent qu'un mari ait à sa portée des aliments préparés par sa propre femme auxquels il n'ose pas toucher sans autorisation. Entrer dans une cuisine est une déchéance pour un homme en Afrique noire. Ibn Battuta, qui visita le Soudan au Moyen-Âge, fut frappé par le matriarcat nègre. Il déclare n'avoir trouvé un fait semblable qu'aux Indes chez les populations également nègres. On ne doit pas confondre le matriarcat nègre avec le règne des Amazones d'Afrique ou celui des Gorgones. Ces régimes légendaires dans lesquels la femme aurait dominé l'homme étaient caractérisés par une technique d'avilissement de ce dernier. Le régime du matriarcat proprement dit est caractérisé par la collaboration et l'épanouissement harmonieux des deux sexes, par une certaine prépondérance de la femme dans la société due à des conditions économiques à l'origine, mais acceptées et défendues par l'homme.